Donc, bienvenue à notre débat ce soir sur l'industrie du futur entre l'innovation, l'emploi, l'écologie et souveraineté. Donc, nous avons ce soir 6 invités avec des profils très complémentaires. Donc, je vais les introduire. On va commencer à votre gauche avec Caroline Grenier, économiste, directrice des études de la Fabrique de l'Industrie. Bienvenue. Après, je vais introduire Pierre Fassino, député italien et ancien ministre avec une perspective européenne, ancien maire de Turin aussi. Après, Mathis Ringdahl, fondateur de Pixacare, start-up medtech de Strasbourg, l'IA pour le suivi pour les lésions cutanées. OK. Après, nous avons Gwenola Lamolle, dirigeante de Pardon? Le moelle. La moelle. OK, merci beaucoup. Le moelle. OK, très bien. Vous avez détecté peut-être un léger accent britannique. Ça, c'est à moi. Alors, donc, dirigeante de Viatech, entreprise industrielle implantée à Brive-la-Gaillarde. Bienvenue. Merci. Après, nous avons M. François Hollande, député de la Corrèze et ancien président de la France. Je n'avais même pas besoin vraiment de lire ça, quand même. Et pour terminer, nous avons Olivier Loincy, expert au CNAM et spécialiste de politique industrielle. Bienvenue. Merci. Alors, donc, la structure dans laquelle nous allons suivre, c'est que nous allons aborder avec une introduction. Chaque personne dans le débat va partager une idée sur une question. Après, nous avons passé par trois thèmes sur cette notion d'industrie du futur. Premier thème, c'est l'innovation, comment ça peut allier avec la durabilité. Deuxièmement, c'est l'humain derrière, comment ça va impacter en fait de faire cette réindustrialisation en Europe et en France. Et pour terminer, on va commencer à poser la question sur la souveraineté. Comment cette nouvelle réindustrialisation va se former et est-ce que ça sera vraiment quelque chose de homegrown au lieu de prendre des États-Unis ou de la Chine. Donc, première question. J'essaie d'avancer quand même. Pour chacun d'entre vous, quand on dit industrie du futur, à quoi pensez-vous d'abord? L'innovation, l'emploi, l'écologie, souveraineté, ou peut-être bien autre chose. Et si vous devriez choisir un seul mot pour définir l'industrie de demain, ce sera quoi comme mot? Et pourquoi? Et on va commencer cette question avec M. François Hollande. Bon, d'abord, bonjour à tous. Je suis heureux de retrouver des amis ici, en particulier Piero Fassino, avec lequel nous avons pu, dans nos responsabilités respectives, travailler pour construire une Europe dont l'industrie n'était pas nécessairement la première priorité et dont la localisation des activités n'était pas non plus, même si elle y prétendait, la seconde priorité. Donc cette industrie du futur, nous devons l'imaginer aujourd'hui dans un tout autre contexte géopolitique que par le passé. Et avec une Europe qui a considérablement changé d'objectif. Il y a 20 ans, l'objectif de l'Union européenne, c'était le grand marché, la concurrence, l'euro. Et l'idée était que l'économie allait se développer par elle-même sans qu'il soit besoin de l'accompagner. Aujourd'hui, les menaces qui pèsent sur l'Europe, menaces militaires, avec ce qui se passe en Ukraine, menaces aussi économiques, la concurrence chinoise, les droits de douane américains nous obligent à avoir une réflexion, c'est le but de votre rencontre, sur ce qu'est l'industrie du futur. Alors,
s'il y a un mot à retenir, puisqu'on me demande d'être cursif, s'il y a un mot à retenir, c'est l'innovation. C'est forcément ce que l'on doit porter pour que l'industrie de demain soit en Europe la plus compétitive sans doute, mais la plus capable de résister à une concurrence qui se fait sur cette question de la science et de l'innovation, et en particulier celle qui nous est faite par la Chine. Si je devais dire à quoi sert l'industrie du futur, parce que c'est pas simplement de vouloir avoir des emplois, des localisations d'activités et des entreprises qui peuvent être prospères. Ce que nous cherchons, c'est quand même à rendre notre société plus harmonieuse et le monde plus humain. Et donc moi je vois deux enjeux de l'industrie du futur. C'est l'homme ou l'humain augmenté, c'est-à-dire qu'est-ce que l'industrie peut faire pour que l'humain soit en meilleure santé, soit en capacité de préserver la planète, soit capable d'économiser des ressources rares et soit capable de mieux vivre. C'est ça l'enjeu principal. Donc qu'il y ait des activités économiques qui y contribuent, oui, à l'évidence, qu'on puisse donner de l'emploi, mais c'est surtout de faire que cette industrie du futur, qui couvre des domaines très différents, comme le numérique, l'intelligence artificielle, la transition écologique, la santé, tout ça contribue à donner une dimension supérieure à l'homme, enfin à l'humain. Donc le mot pour vous, c'est humain. Oui, c'est l'humain. Okay. Merci beaucoup. Alors, la même question pour Pierre Fassino, s'il vous plaît. Merci à les amis des Toul de cette invitation et surtout à François Hollande, avec lequel il y a une grande amitié de longtemps. Mais je suis absolument d'accord avec les choses qu'a dit François. C'est-à-dire que je dois utiliser un mot pour définir quelle industrie. C'est une industrie humaine. Humain, ça signifie 4 choses, 4 piliers. Première chose, une industrie basée sur l'innovation, parce que l'innovation, c'est la clé de la compétitivité. Il faut faire face chaque jour avec les Chinois, les Américains, tous les pays émergents, l'Inde et tout ça. Donc, l'innovation, c'est une clé essentielle sur laquelle l'Europe doit investir. De plus en plus. Deuxième pilier, un emploi qui soit riche. Un emploi pas seulement qui assure une quantité d'occupation soutenable, mais un travail, un job, un emploi riche de qualité. Et aujourd'hui, les nouvelles technologies nous sollicitent à ça. Troisième, évidemment, une industrie qui soit soutenable, parce qu'aujourd'hui, la soutenabilité, c'est une clé fondamentale aperçue par les citoyens comme une question primaire. Et donc, nous, il faut qu'on réfléchisse comment l'industrie est soutenable. Je me souviens une chose. En 1998, en Italie, dans une ville qui est Massa Carrara, dans la Toscane, les citoyens ont organisé un référendum pour fermer une usine chimique. C'était la première fois qu'en Italie, on fait un référendum pour fermer une usine, pas pour l'ouvrir. Okay. Et ça a été un fait qui a signalé un changement d'esprit dans l'opinion publique. Enfin, la dernière chose, le quatrième pilier, c'est une dimension européenne. On discutera, chaque pays il veut réindustrialiser, mais on ne peut pas le faire sans l'Europe et sans une stratégie européenne. Donc le mot derrière cette idée, ce sera quoi? Le mot derrière cette idée? Je n'ai pas compris. Le mot derrière cette idée, ce sera quoi? Le mot, c'est l'industrie humaine, parce que les 4 piliers que j'ai indiqués sont les 4 piliers fondamentaux pour définir un esprit humain. Ok, entendu. Merci. Olivier Levancy.
Alors, je suis pas très loin. Moi, le mot que j'ai choisi, c'est renaissance. Alors, c'est pas, ça décrit pas exactement quel type d'industrie, mais je pense qu'on vit, en tous les cas sur le plan industriel, à un moment où on a besoin d'une renaissance. Une renaissance d'abord parce que on a beaucoup, pendant 40 ans, désindustrialisé, et je vous recommande de passer 50 minutes sur un documentaire qui est en ligne et qui a été passé sur France 5, qui s'appelle « Qui a tué l'industrie française ?» En 40 ans, on est passé de un quart de notre économie qui était de l'industrie manufacturière à moins de 10% aujourd'hui. Il n'y a pas d'autres pays en Europe qui ont eu une trajectoire aussi descendante. Et je sais que ça marque, mais dans l'Union européenne, puisqu'on vient d'avoir cette invitation, le poids de l'industrie manufacturière dans notre économie est équivalent à celle de la Grèce. Et toujours dans l'Union européenne, les 3 seuls pays qui sont derrière nous, c'est Chypre, Malte et Luxembourg. Ça, c'est pour mesurer où on en est. Et donc, on a besoin de cette renaissance de notre industrie. Le deuxième côté de renaissance, et je suis devant des historiens, et je n'ai pas cette compétence-là, je ne connais pas cette discipline, mais c'est qu'on est en train de vivre un profond changement. 6 ou peut-être 7 des 9 limites planétaires dépassées. Le retour des empires avec des confrontations internationales extrêmement violentes, militaires, le retour de la guerre, la question de la souveraineté. Et puis même au sein de notre société, moi je suis très marqué par les gilets jaunes, une crise sur la répartition de la richesse entre les métropoles et les territoires. Et derrière tout ça, je pense que l'industrie est un outil qui peut servir à faire renaître ce projet de société dans un monde qui a changé, limites planétaires, rapport de force entre des empires, nécessité de retrouver de la cohésion sociale et territoriale. L'industrie va nous permettre de faire renaître ce projet de société. En tous les cas, on sera un outil. Parfait, merci beaucoup. Donc pour vous, le mot, ce sera Renaissance. Renaissance. Ok, très bien. Très bien. Caroline Grenier. Alors moi, ça vient d'être dit. Pour moi, c'est un projet de société. Pourquoi ? Parce que après effectivement 3 voire 4 décennies de désindustrialisation, tout à coup on assigne l'objectif alors pas nouveau de compétitivité. Il faut que l'industrie soit décarbonée, il faut qu'elle assure la souveraineté, il faut qu'elle soit créatrice d'emplois. Il faut que ça permette aussi la cohésion sociale dans les territoires. Bref, donc aujourd'hui, si on veut que l'industrie remplisse tous ses objectifs, aussi compatibles soient-ils, et ça c'est une discussion à avoir, il faut que l'industrie soit au cœur du projet de société. Ok, merci. Donc juste pour... Projet de société. Projet de société, ok. Gwenola Lamole. Alors moi, je vais être beaucoup plus terre à terre parce que je suis pas ni historienne, ni politique, ni voilà. Moi, je suis chef d'entreprise. Et moi, ce que je vois, c'est la souveraineté. Parce que moi, j'ai vécu le Covid et j'ai vu la guerre en Ukraine et j'ai vu la problématique qu'on a eue pour avoir des pièces pour réparer nos machines. Tout simplement. Et on s'est rendu compte qu'on avait tellement délocalisé partout qu'on se retrouvait dans une situation où moi j'ai attendu plusieurs mois pour avoir une pièce qui valait 2000 €, mais qui n'était pas fabriquée parce qu'on n'avait pas ce qu'il fallait et qu'il fallait que ça vienne. Et ça bloque toute la partie production d'une entreprise et ça c'est quelque chose qui n'est pas possible, quoi. Et donc pour moi la souveraineté, elle est super importante pour pouvoir continuer à faire tourner le pays, tout simplement. Que ce soit et l'industrie, c'est le nerf de la guerre. Moi, je fais du service, mais j'ai besoin de l'industrie pour avancer sur les sujets. Et on n'a jamais fait de plus belle chose que quand on a eu dit qu'il fallait avoir de la souveraineté. On peut toujours parler de De Gaulle, qui a quand même eu des visions là-dessus, qui a poussé sur l'aérospatial, qui a poussé sur le nucléaire et qui nous a permis de garder des belles centrales nucléaires dont on est bien content d'avoir aujourd'hui, parce que avec la crise énergétique, on a quand même été sauvés. Voilà. Donc pour moi, souveraineté, ça permet à tout le monde de vivre bien après dans son pays, parce qu'on est bien d'accord que le but du jeu, c'est que les gens soient heureux, parce que quand ils sont heureux, ils se tapent pas dessus. Et ça, c'est très historique, hein, on le sait. Hein, c'est en général, quand les gens ils sont heureux, qu'ils ont à manger, qu'ils vivent bien, ils vont pas se battre. Et ça, l'Europe a servi à ça, en particulier. Voilà. Merci beaucoup. Et donc, désolé, je vais insister. Donc le mot alors le mot, c'est souveraineté. Voilà. Souveraineté, ok, Ouais. merci beaucoup. Je suis têtu.
Mathis Ringda, Ouais. s'il vous plaît. Alors, je suis aussi chef d'entreprise, donc ça va être très concret. Moi, un mot qui me vient en tête, c'est le mot survie. Donc c'est encore plus radical. J'ai eu une réunion avec mes investisseurs il y a quelques mois, et ça fait 6 ans que la société est créée. On a déjà beaucoup de clients en Europe. Et ce que m'ont dit mes investisseurs, c'est pars aux États-Unis, traverse l'Atlantique. Tu bouges le siège social de la société, qui pourtant a été financé avec plusieurs millions d'euros par des fonds d'investissement européens, parce que le marché là-bas est plus simple. Il y a plus d'argent, il y a un marché unifié, il y a un marché unique, il y a une réglementation qui est plus facile d'accès. Et à côté de ça, moi je suis en train de me battre sur le marché européen pour avoir mon produit qui est autorisé. Donc concrètement, lorsque je vois moi mes amis entrepreneurs qui décident de partir tout simplement aux États-Unis pour mettre en place leurs innovations, je vois les technologies, la propriété intellectuelle qui quittent les laboratoires français et ces ingénieurs pour directement aller de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis très pessimiste sur le fait qu'on puisse à terme défendre notre modèle social et défendre tout ce que l'on a développé et qui fait notre différenciation vis-à-vis de la Chine et vis-à-vis justement des États-Unis. Donc le mot que je retiens, moi, c'est survie. Ok, la survie, merci beaucoup. Hein. Excellent. Ok. On va continuer maintenant sur la première thématique, c'est produire autrement. Et ce serait bien justement, on peut redécouvrir en fait tout ce que vous avez dit, parce que je pense qu'il y a des choses très très intéressantes à aborder, surtout dans l'évolution, des choses comment rendre en fait l'Europe et la France attractives à nouveau pour cette nouvelle initiative. C'est vrai, la France en particulier a été longtemps associée avec la réglementation. Les gens ils ont peur de ça, c'est un entrepreneuriat. On va voir si c'est simplement un problème de communication ou quelque chose encore plus profond. Donc, là, on va switcher pour la tension entre l'innovation et la durabilité. C'est l'idée, en fait, de faire venir l'industrie. Il y a des entreprises, des chefs d'entreprise qui sont fait partie de beaucoup des industries en Europe depuis les dernières 30-40 ans, on est d'accord ? Pour justement réduire les marges, faire plus de bénéfices pour les stakeholders, etc. Aujourd'hui, c'est notre intérêt en fait de reconstruire ça. Donc, comment on peut faire? Est-ce que c'est possible de faire d'une manière durable? Donc, qui veut commencer avec ça? Caroline? Tout d'abord, les entreprises industrielles ont conscience et mettent déjà en œuvre des solutions pour concilier les objectifs de préservation de l'environnement et l'innovation. Et c'est par ça que je voulais commencer, parce que je vais développer un petit peu ensuite en disant qu'il existe quand même des freins. Mais aujourd'hui, l'industrie en a conscience et la plupart des entreprises se sont assignées des objectifs pour notamment diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre. Il y a deux grands chantiers. Le premier, c'est celui de la décarbonation. Donc, il faut savoir que déjà beaucoup d'entreprises mettent en œuvre des principes d'efficacité énergétique, donc de consommer moins d'énergie pour tout ce qui est chauffage, lumière, etc. Investissent dans des machines moins énergivores. Mais bien sûr, le gros chantier qui reste en matière de décarbonation, c'est celui de l'électrification des processus de production. Et c'est là où les investissements demandés sont beaucoup plus importants et où, justement, il y a besoin d'un soutien plus important. D'autant plus dans un contexte où on a connu une crise énergétique, où au premier semestre 2023, les prix à la fois de l'électricité et du gaz ont atteint des sommets, ce qui a beaucoup pénalisé les entreprises industrielles en matière de coûts de production et les ont pénalisées aussi sur la scène internationale face à des concurrents, notamment états-uniens, où le prix de l'électricité était presque 2-3 fois moins cher.
L'autre volet de la décarbonation, c'est celui de l'économie circulaire. Généralement, on associe l'économie circulaire au recyclage, mais dans l'industrie, c'est surtout utiliser les déchets des uns pour les réutiliser dans d'autres process de production, dans d'autres entreprises et dans d'autres industries. Et encore une fois, la mise en œuvre de ces modèles circulaires existe dans un grand nombre de secteurs manufacturiers, hein. Automobile, textile, fabrication de meubles, donc très diversifiés. Mais encore une fois, la mise en œuvre de ces modèles circulaires et le passage à l'échelle, donc à l'industrialisation, fait face à un certain nombre de freins, notamment l'incertitude sur l'approvisionnement. Donc ici, si on utilise les déchets des uns comme intrant dans un autre process de production, il faut s'assurer de cet approvisionnement-là. Donc il faut que les entreprises initiales aient des déchets à fournir aux entreprises circulaires, par exemple. Un deuxième axe, un deuxième frein à la mise en œuvre de ces modèles-là, c'est tout ce qui concerne les compétences. On l'a évoqué déjà, le facteur humain est un facteur extrêmement important dans l'industrie, même si on va parler d'innovation technologique, l'humain reste au cœur du secteur manufacturier, du secteur industriel, et en termes de compétences, on va avoir un énorme besoin à la fois de formation, mais aussi de favoriser la transmission des savoir-faire, parce que on a parlé de transition écologique, on a parlé de transition numérique, mais il y a aussi une transition démographique. Avec le vieillissement de la population et le départ à la retraite des baby-boomers, on va avoir des personnes dans l'industrie qui vont partir. Donc déjà, quid de leur remplacement, mais aussi quid de la transmission de leur savoir-faire. Parce que dans beaucoup de secteurs industriels, c'est vraiment la clé de la performance. Ok, merci. Olivier Loancy, donc l'économie circulaire, est-ce que c'est vraiment une solution pour cette question de sustainabilité ou pas? En fait, je pense qu'on n'a pas le choix. Vous présentez ça comme une question. On a longtemps opposé industrie et environnement dans notre imaginaire et dans la façon même de faire un certain nombre de luttes. Vous avez cité tout à l'heure d'un référendum sur une usine chimique. Je suppose qu'il y avait des enjeux de nuisance et sans doute de nuisance environnementale. Je pense qu'il faut dépasser ça complètement par rapport à un monde où on a ces limites planétaires qui sont dépassées. Il n'y aura pas de solution sans la mise en œuvre du génie industriel pour inventer de nouveaux produits et de nouvelles façons de produire. Et donc il faut totalement dépasser cette opposition qu'on a construite, qui s'est construite, entre environnement et industrie. Maintenant, la deuxième question, une fois qu'on a posé ça, c'est est-ce que c'est possible? Moi, je suis surpris. Je fais actuellement un tour de France pour présenter le dernier bouquin que j'ai publié. Dans tous les territoires où je vais, je trouve des petites entreprises, souvent, c'est pas des grandes, parce que notre milieu économique, notre environnement économique ne leur a pas encore permis de grandir, qui inventent des nouvelles façons de produire. Circularité, responsabilité sociale et territoriale. Des fois, c'est sur des sujets de souveraineté, c'est-à-dire proximité, etc. Dans tous nos territoires, il y a des chefs d'entreprise, il y a des équipes industrielles qui sont en train d'inventer ce nouvelle façon de produire. Ils sont tout petits, je les ai appelés les néo-industriels, petite parenthèse marketing, mais ils sont tout petits, ils ont de la peine à grandir parce que dans un monde de concurrence ouverte, dans un monde hyper financiarisé où on attend des niveaux de rentabilité énormes, dans un monde où le capital n'est pas toujours si disponible que ça pour ces aventures industrielles en Europe, ils ont de la peine à grandir. Mais ils sont de partout, c'est ces petites pépites-là. Donc, il n'y a pas d'opposition entre industrie et environnement. Il n'y aura pas de réponse aux défis environnementaux sans mobiliser tout le génie industriel. Et il y a plein d'aventures qui sont en train de se faire dans tous les territoires. Il faudrait qu'on leur donne la capacité de grandir. François Hollande. Les économies avancent en fonction des défis qu'elles rencontrent. Les grandes grappes d'innovation, de changement technologique se font lorsqu'il y a un choc extérieur, le pire, une guerre, quand il y a un événement, une crise climatique, une crise sanitaire. Et c'est là qu'il y a une espèce d'accélération du processus technologique.
Et donc, la transition écologique, elle a forcément, bien sûr, au départ, une contrainte. Il faut fabriquer différemment, organiser l'activité sur un territoire différemment, avoir des normes qui, quelquefois, peuvent être lourdes à supporter. Mais c'est ce qui va permettre qu'il y ait des entrepreneurs, des innovateurs qui vont changer les modes de production, qui vont inventer des technologies qui vont décarboner ou qui vont permettre de récupérer des déchets. Et donc, c'est chaque fois qu'il y a un défi, alors il ne faut pas que ce soit un défi étatique, il faut que ce soit un défi lié à une cause, il y a des événements, à un objectif que l'on se fixe, qu'on s'assigne. À ce moment-là, les innovations deviennent de plus en plus nombreuses et avec des entreprises nouvelles, parce que c'est ça aussi l'innovation. C'est pas simplement les grandes entreprises de l'histoire de l'industrie qui vont générer ces innovations, c'est des nouveaux acteurs. Bon, on l'a vu dans le domaine du numérique, par définition, ça a été des nouveaux acteurs. Maintenant, ce sont des acteurs dangereux, mais avant, c'était des gens qu'on trouvait sympathiques. Hein, ils étaient dans leur garage et puis ils inventaient des puces, etc. Maintenant, on les trouve quand même assez envahisseurs, prédateurs, et on a besoin d'avoir de nouveaux concurrents, de nouveaux acteurs. Parce que sinon, ça crée ce qu'on appelle des situations de rente, de monopole et de domination. Donc il faut à chaque fois, ça c'est le rôle de l'État, éviter qu'il y ait des situations de monopole qui empêchent l'innovation de surgir. Mais l'innovation, c'est une façon de rétablir un nouvel ordre meilleur que le précédent. Bon, alors je termine. Vous avez vu qu'on a eu un prix Nobel d'économie en France. Sa thèse essentielle, il la répète suffisamment fréquemment pour qu'on s'en persuade, c'est qu'il n'y a pas de croissance durable s'il n'y a pas d'innovation. C'est l'innovation qui fait à la fois l'activité créatrice, qui fait le changement dans les objets que l'on peut produire, dans les services que l'on peut rendre, parce que c'est comme ça aussi l'industrie, c'est aussi des objets, mais des services. C'est pour ça que la taille de l'industrie n'est pas aussi statistiquement réduite que mon ami Olivier le prétend, même si c'est vrai qu'en termes manufacturiers, son analyse est tout à fait pertinente. Donc, il faut qu'il y ait de l'innovation. Et tout le rôle des pouvoirs publics, qu'ils soient à l'échelle de l'Europe ou à l'échelle nationale, ou locale, même locale, c'est de favoriser l'innovation. Et l'innovation, c'est pas forcément des ingénieurs qui vont trouver. Il faut qu'il y ait des ingénieurs. Et on a heureusement des écoles qui permettent d'avoir un haut niveau. Quelquefois, ils partent. Hein. Mais c'est aussi des entrepreneurs locaux qui vont avoir une idée. Et c'est vrai que la France a plutôt deux avantages quand je compare. Premier avantage, c'est que on a de bonnes écoles de formation pour l'ingénieur, mais il n'y a pas suffisamment de jeunes filles notamment, mais aussi de jeunes hommes qui se mettent dans cette filière-là, scientifique. Et on a un deuxième avantage, c'est qu'on a plus d'idées que les autres. Alors je ne dis pas ça par rapport à mon ami italien, mais parce qu'on est assez proche de ce point de vue. On est plus créateurs que d'autres. Et c'est pour ça les Européens sont plus créateurs que d'autres. Les Chinois, ils ont longtemps imité, ils n'imitent plus seulement. Hein. Maintenant, ils ont des temps d'avance. Et les Américains, ils accueillent, ils peuvent avoir des capitaux qui se mobilisent très vite. Mais nous, ce qui est souvent préjudiciable, c'est que nous avons des idées, des innovations, et nous ne savons pas les développer, nous ne savons pas les mettre à la bonne échelle, et quelquefois nous les perdons. Merci. Mathis Winkel. Oui, je veux vraiment poursuivre ce que dit Monsieur Hollande sur ce sujet du passage à l'échelle. Moi, ce que j'observe avec pas mal de mes amis entrepreneurs, c'est qu'on a vraiment des super ingénieurs. C'est incroyable. On a des super laboratoires. Par contre, quand il s'agit de vendre, il n'y a plus personne. Et plus précisément, quand il s'agit de lever des fonds. Moi, quand j'ai voulu lever des fonds pour mon entreprise, donc on a fait 2 levées de fonds. On a fait une première levée de fonds de 2 millions d'euros, une deuxième levée de fonds de 3 millions d'euros. Ça m'a pris une énergie absolument colossale. C'était un calvaire de lever des fonds. Et lorsqu'on a fini par le faire, on a obtenu donc tous ces financements.
J'avais d'autres amis entrepreneurs qui étaient de l'autre côté de l'Atlantique, et les montants levés sur des technologies à peu près comparables, c'était x20. x20. Et Donc, entre la France et aux US. Entre la France et les États-Unis, sur des technologies comparables, souvent des technologies américaines qui étaient moins bonnes. Ok. Et en fait, je me posais la question, comment ça se fait que c'est aussi galère de lever en France, de lever en Europe. Quand on regarde le problème du financement en capital risque, pour pouvoir créer une société, pour pouvoir avoir une idée, etc., il faut avoir des laboratoires. Ça, on en a plein. Par contre, pour être capable ensuite d'en faire un produit, il faut lever des fonds. Lever des fonds, ça veut dire aller voir des sociétés de gestion qui sont des investisseurs. Ces investisseurs, une partie de ces investisseurs se spécialisent dans le capital risque. Ce capital risque va donc prendre des paris par définition extrêmement risqués, où il y a une boîte sur 10 qui va réussir à s'en sortir. En France, on a à peu près moins de 2% de l'épargne disponible qui est fléchée vers le capital risque. Il y a 6 000 milliards posés sur des comptes. Donc dans l'épargne disponible des Français, c'est 6 000 milliards. Et dans cet argent disponible, vous avez une part très minime qui est fléchée vers le capital risque. Lorsque vous allez aux États-Unis, vous avez une part beaucoup plus importante de ce financement qui sont fléchés vers le capital risque. Ce qui veut dire qu'en gros, un fonds d'investissement au capital risque va sélectionner 6 boîtes sur à peu près 2000. Ok. Donc toutes les autres vont mourir, plus ou moins. En tout cas, vont devenir des boîtes zombies, vont finir par mourir. Okay. Et donc, parce que les fonds n'ont pas d'argent, parce que l'épargne n'est pas disponible, l'épargne n'est pas fléchée vers ces fonds d'investissement. Et je pense vraiment qu'avant de se poser la question de la transition écologique et de vouloir être très performant sur ces aspects-là, il faut déjà créer des entreprises innovantes, donc des petites boîtes qui sont capables de lever de l'argent. Et pour ça, il faut orienter notre épargne, donc tous nos livrets A qui sont plus ou moins bien fournis, parce qu'on aime bien garder notre argent dans des endroits très sécurisés, vers des placements un peu plus risqués. Et ça permettra à des entrepreneurs comme nous de lever de l'argent et donc d'être capables d'être compétitifs avec des boîtes américaines, et voire de faire vraiment beaucoup mieux. Parce que quand on voit les boîtes américaines, les boîtes françaises arriver sur le marché américain, oui, elles sont excellentes en termes de techno. Et souvent, elles gagnent même des appels d'offres, elles font énormément de choses. Et ça, vraiment, ça fait peine à voir, de se dire qu'il y a ce frein-là. Et je pense que c'est heureusement quelque chose qui est solvable. C'est des innovations numériques. Je pense qu'il y a plusieurs raisons au fait que l'épargne n'est pas orientée vers l'innovation. Mm-hmm. Je pense qu'il y a une question aussi culturelle en France. Moi, quand je vends mon produit à des hôpitaux. Donc j'ai des cycles de vente de 18-24 mois, ce qui est très difficile pour une jeune boîte. Lorsque je parle à des acteurs dans le domaine médical, leur approche est très... ils trouvent que l'argent c'est sale. C'est difficile de vendre mon produit à un acteur parce que la culture est très sceptique. Ils veulent énormément de démonstrations, ils sont risque averses. Lorsque je vais sur le territoire américain, en l'espace de 4-5 mois, j'ai un client qui paye plus cher que mes clients européens. Parce qu'ils ont cette approche liée à la prise de risque, et ça se traduit aussi bien dans leur épargne que dans leurs actes d'achat. Et je pense que voilà, il y a un facteur culturel qui joue beaucoup là-dedans. Ok. Gwenola Lamol. Alors, moi, je vais revenir sur la production écologique. Alors, moi, je suis quelqu'un qui utilise beaucoup de matériel, puisque j'ai des machines qui roulent sur la route et qui consomment du gasoil. Et moi, je suis très poussée écologie. J'ai déjà fait mon bilan carbone pour une boîte qui a même pas 30 salariés. C'est déjà une grosse avancée, parce que j'ai eu la chance de la BPI qui m'a proposé de le faire et je l'ai fait. Je suis très axée sur comment est-ce qu'on peut produire en polluant moins, parce que moi, j'ai un métier qui pollue. Parce que quand vous avez des balayeuses qui passent dans les rues, ben, elles polluent. Bon. Après, il y a des alternatives. Maintenant, on a du matériel électrique. C'est quand même très développé. Beaucoup d'entreprises le développent. La problématique, c'est le coût. C'est quand vous êtes une entreprise, quand vous êtes une collectivité publique, à la limite, vous pouvez acheter un matériel un peu plus cher, c'est pas grave, on vous demande pas d'être rentable. Quand vous êtes une entreprise privée, eh ben, je sais pas, c'est un tiers de plus, si ce n'est pas 50% de plus du prix du matériel pour pouvoir rouler en électrique. Alors, il y a des endroits où c'est même pas possible physiquement, mais même quand vous travaillez dans les communes des villes, vous pourriez utiliser de l'électrique, mais vous pouvez pas le faire parce que c'est un gros problème de rentabilité, quoi. Et une entreprise, elle doit gagner de l'argent, elle n'a pas le choix. Et pour pouvoir le redistribuer à tout le monde. Voilà. Donc voilà. Donc le sujet, il est, produire écologiquement, je pense que c'est super important.
parce qu'il faut qu'on préserve notre planète, hein, ça c'est évident. Mais il faut aussi qu'on mette en place tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Et électrique, au-delà de pouvoir l'acheter, il faut aussi pouvoir recharger, il faut donc pouvoir faire ça facilement, sans que ce soit... alors on voit bien que les bornes électriques, maintenant, ça commence à venir, mais il y a encore énormément de travail. Et moi qui balaye au fin fond de la Corrèze, je peux vous dire que je ne suis pas prête de mettre un véhicule électrique là-bas, parce que je ne sais pas du tout comment je pourrais recharger ma machine, quoi, hein. Quand vous allez aspirer du gravillon, ça demande une grosse puissance, et là, il faut des grosses bornes électriques, et ça n'existe pas encore pour l'instant. Voilà, donc c'est très bien, il faut y aller, mais il y a encore beaucoup de travail. Et là, on peut pas dire autrement que c'est le pouvoir public qui peut nous aider, hein, parce qu'on n'a pas les moyens de le faire, même s'il y a beaucoup d'entreprises qui posent des bornes électriques. Je pense que avec Gloton-Hussel, ça peut encore aller, mais quand vous allez un peu plus loin, je pense que ça va être un peu plus compliqué pour la rentabilité. Et des fois, je trouve ça bien, comme certaines collectivités ont créé on fait des stations essence parce que il y avait plus de stations essence et que donc les entreprises, les gens pouvaient plus prendre de l'essence à part aller très très loin. Et je pense que créer des bornes électriques, même dans ce genre d'endroit, mais qui est fait pour des gros camions, hein, pas que pour des petites voitures, parce que finalement il y a beaucoup de TP, il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent du matériel comme ça et qui pourraient l'utiliser et qui le feraient. J'en suis persuadée. Si on leur donnait le moyen de le faire, tout simplement. Voilà. Okay. Bon, je passe des messages. Mais aussi, il faut le voir d'un point de vue concret sur le terrain, parce qu'on parle de plein de choses, et c'est super intéressant, mais il faut pouvoir le faire après, tout simplement. Et pourtant, c'est super important. Très bien. On va juste terminer avec Piero Fassino, s'il vous plaît. Non, je reviens sur la chose que j'ai dit à la fin. Je partage beaucoup de choses qui ont été dites. Mais la question, à mon avis, qu'on ne peut pas, éviter, c'est que la dimension nationale, il n'est pas suffisant. Là, je pense qu'évidemment, chaque pays, la France, l'Italie et des autres pays, aussi l'Allemagne, ils sont en train d'avoir des stratégies de reshoring, de réindustrialisation et tout ça. Et il est bien. Mais il faut être conscient qu'il y a un problème de montant d'argent. Et il y a un problème de dimension et d'échelle du marché. Et donc ça, c'est la raison pour laquelle je pense que nous devons solliciter l'Union européenne à adopter, à assumer la réindustrialisation comme un de sa priorité. Parce qu'il faut développer recherche pour réindustrialiser. Il faut développer formation. Il faut développer une politique énergétique qui va réduire les coûts de l'énergie. En France, c'est plus bas, mais en Italie, elle est bien plus haut, par exemple. Et des autres choses. Donc, je pense qu'il faut imaginer un effort similaire à l'effort qu'on a fait vis-à-vis du Covid, avec Next Generation EU. Je pense qu'il faut insister qu'il est nécessaire une Next Industry EU, et soutenue par une stratégie financière de dette commune, comme on a fait pour le Covid, et avec une stratégie une régie qui, évidemment, il ne signifie pas réduire l'engagement de chaque pays, mais accompagner chaque pays avec une régie commune qui nous permette de mettre effectivement la question de la réindustrialisation comme une priorité pour le développement de notre pays. Parce que Trump, il fait la même chose, la Chine, il est en train de faire la même chose, l'Inde et des autres pays. Il y a beaucoup de pays qui ont dans ce plan la réduction des importations pour substituer l'importation avec une production locale, avec des processus de réindustrialisation. Alors, ça, c'est le grand défi, le grand pari. Et là, je pense qu'il est nécessaire qu'il soit une politique européenne, une stratégie européenne. Je pense que qui croit effectivement dans l'Europe, je suis un Européen comme tous nous, doit insister, penser et travailler parce que la réindustrialisation, il devient une priorité de l'Europe. Sans industrie forte
il n'y a pas de développement. Très bien. OK. Donc, en fait, ça se ramène justement sur la deuxième thématique de ce soir. C'est, en fait, les gens à mobiliser à toute cette vision. Parce que, oui, industrialiser en la France et l'Europe, ça, en fait, a besoin des gens. Alors, comment, déjà, les gens, est-ce que les gens ils vont résister à cette forme d'initiative? Est-ce que ça va créer des inégalités aussi dans une industrie en Europe, France de demain? Comment ça peut évoluer? Et qui est prêt de répondre à cette question? C'est pas simple. Il y a un micro. Oui. Bon, l'industrie du passé, c'était les grandes unités de production. C'était des personnes qui n'étaient pas nécessairement qualifiées et qui faisaient un travail mécanique, un travail répétitif. L'industrie telle que nous l'avons connue, c'était aussi des masses d'investissement considérables pour arriver à un niveau de production de masse. Alors il y aura toujours une trace de cette industrie-là, elle ne va pas disparaître, et heureusement pour un certain nombre de territoires. Mais l'industrie de demain, c'est des unités beaucoup plus petites, avec un niveau de recherche beaucoup plus élevé, des personnels qui seront des personnels qualifiés, bien payés, et qui feront un travail où ils s'investiront individuellement, et pas simplement dans des équipes. Et donc c'est une autre organisation du travail, c'est des localisations qui peuvent être d'ailleurs plus favorables pour les territoires. Et puis c'est des laboratoires, des recherches qui devront être soutenus. Et Pierrot a dit que l'Europe devait, de ce point de vue-là, jouer un rôle. Mais c'est ça la nouvelle organisation industrielle. Alors ça va provoquer effectivement un certain nombre d'inégalités. Que deviennent les personnels qui ne sont pas qualifiés ? Comment fait-on pour les former là où ils sont déjà dans des industries ou là où ils ne sont pas encore dans une filière professionnelle ? Donc nous devons reconvertir des personnels et nous devons former des jeunes au métier de cette nouvelle industrie. Et puis deuxièmement, pour accueillir des unités comme je viens de les décrire, c'est pas simplement des terrains disponibles. Parce que sinon, ce serait très facile. Non, c'est quel environnement on crée sur un territoire pour que des entrepreneurs, des innovateurs, des nouvelles formes justement d'industrie viennent s'y implanter, s'y investir. Ce qui suppose, là aussi, des services qui sont de haut niveau. Comment faire venir des cadres, des entrepreneurs sur un territoire où la question de la santé n'est pas réglée, où les services essentiels ne sont pas assurés et où les transports sont compliqués. Je ne vise aucun territoire en particulier. Donc vous voyez que l'enjeu, il est pas simplement de dire on va verser des primes, on va favoriser telle ou telle activité. Non, c'est de créer l'environnement le meilleur pour cette industrie du futur. Donc c'est un investissement massif ou est-ce que c'est Non, c'est pas un investissement massif, c'est de créer les conditions. C'est pas simplement de donner des aides. C'est peut-être c'était vrai hier, ça, les aides. Là, c'est créer les conditions qui font que on forme, on accueille, on rend des services, on crée des écosystèmes locaux où des unités de l'industrie du futur pourront s'implanter beaucoup plus facilement. Ok, merci. Olivier Louancy. J'aurais voulu intervenir. Ah oui. Oui, moi je pense que le premier point, c'est déjà qu'il y a des gens qui veulent aller travailler dans les usines. On le voit bien. Aujourd'hui, moi j'en parle avec mes collègues qui ont des entreprises plus industrielles que moi, mais je vois le même problème. On a tellement axé l'école sur le bac, enfin 80% de la classe d'une année à 80% de bac, on a complètement oublié que les métiers manuels industriels étaient très importants et que finalement c'était les plus importants à mon avis, parce qu'on en a besoin au quotidien. On voit bien qu'on a du mal à trouver des plombiers, on a mal à trouver des maçons, on a du mal à trouver des gens qui veulent aller dans les usines et se former. Et pourtant
La France et les territoires ne se développeront que si on a des gens qui ont envie d'aller le faire. Parce que s'ils n'ont pas envie, vous pouvez toujours créer des usines. Si les gens ne veulent pas y aller, il ne se passera rien. Et c'est souvent ce qui se passe. Hein. La problématique d'entreprises qui ne se développent pas plus parce qu'elles ont du potentiel, mais qu'elles n'ont pas de quoi produire, enfin les personnes pour produire, parce qu'acheter du matériel, finalement, on trouve des financements, on arrive toujours à le faire. Mais si vous mettez des personnes derrière la machine, eh ben, il se passera rien. Et c'est souvent ce qu'on voit aujourd'hui. On est obligé de refuser des marchés, de refuser des commandes parce qu'on ne sait pas comment produire. Et après, derrière, c'est à nous, enfin, chef d'entreprise, de donner l'envie aux jeunes de venir, hein, parce que c'est surtout les jeunes, à travers peut-être une autre façon de se positionner. On est tous confrontés à la génération Z et une autre façon de faire les choses. Il faut que ce soit peut-être plus ludique, différent. Et ça, c'est à nous de se remettre en question. Il y a aussi l'école qui doit changer. Plus et plus les jeunes, arrêtez de les mettre en seconde quand ils ne sont pas faits à aller en seconde. Mais à partir du CAP, du BEP, ils peuvent devenir ingénieurs. Derrière, c'est pas le sujet. S'ils en ont envie, ils iront. Et il y en a plein qui le font. Mais pour ça, il faut le pousser. Et donc, c'est une autre façon de voir l'école, la formation. Et nous, en tant que chef d'entreprise, de proposer des emplois aux gens et de leur proposer des choses plus fun, entre guillemets, mais peut-être qui correspondent plus à leur envie de faire les choses que ce qu'on a fait pendant des générations qui ne fonctionnent plus. Et ça, on le voit bien aujourd'hui. Voilà. Donc, en fait, les bons leaders et pas des micromanagement. Ouais, voilà, il faut pousser, il faut aider, il faut convaincre, il faut... voilà, c'est ça. OK. Qui voulait rebondir? Oui, Olivier. En fait, je vais rebondir, oui, vraiment rebondir, puisque les éléments ont déjà été développés. Le premier point, la France est dans une situation un peu particulière par rapport à l'Italie, parce qu'on a une densité d'industrie manufacturière. Il y a les services au-dessus, bien entendu, mais prenons cet indicateur-là, qui est à peu près 2 fois moindre que l'Italie. Là où on a une usine, en Italie, il y en a 2 géographiquement. Voilà à peu près la différence de ce que ça donne. Et donc, dans cette course à la réindustrialisation, dans cette reconquête industrielle, dans cette renaissance industrielle, la France, dans cette particularité que les 2 tiers en termes d'emploi de création potentielle sont liés au tissu industriel existant qu'on a laissé végéter, qui ne s'est pas développé. Donc 2 tiers de notre potentiel de création d'emplois, à peu près 450 000 emplois sur les 10 prochaines années, c'est lié au développement du tissu industriel existant qui est ancré dans les territoires. Voilà, juste cet enjeu est énorme. Ce n'est pas simplement des start-up, et il faut faire de l'innovation de rupture, je ne dis pas le contraire. Mais vu la situation française, il faut qu'on ait 2 pieds dans notre politique industrielle, l'innovation de rupture, ces nouveaux défis technologiques pour être compétitifs, et en même temps remuscler notre socle industriel. Et là, le rôle des territoires est essentiel. Il est essentiel pour le développement, et encore une fois, il faut une stratégie européenne, mais une usine, c'est ancré quelque part. Il y a des études économétriques faites par la Fabrique de l'Industrie, représentée par Caroline ici, qui dit que 40% des facteurs de succès d'une usine sont liés au territoire dans lequel elle est implantée. Parce que c'est la formation, parce que c'est la bonne relation avec les élus locaux pour que les procédures se passent vite, parce que c'est la disponibilité du foncier quand on veut s'agrandir, parce que c'est l'acceptabilité. Quand vous avez un référendum contre votre usine, à ce moment-là, je ne vous donne pas beaucoup de chances de pouvoir la développer dans les 5 ou 10 ans à venir. Voilà. 40% des facteurs de succès d'une usine ne sont pas liés à la stratégie européenne, et encore, il en faut une, mais à tout ce qui se passe dans le territoire et à tous ces aspects-là. Le deuxième point sur lequel je voudrais rebondir, c'est cette question d'image de l'industrie. Quand on regarde les enquêtes sur l'image de l'industrie en France, nous communiquons à nos jeunes l'image de l'industrie telle qu'elle était dans les années 70-80. Et ça, c'est un drame. Alors, je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas de pénibilité dans l'industrie. Si vous allez visiter une fonderie, c'est chaud, c'est sale, ça sent pas bon. C'est peut-être le contre-exemple le plus fort. Mais il y a de la pénibilité, il y a de la répétabilité encore, mais il y a beaucoup, beaucoup d'efforts qui ont été faits pendant 40 ans, avec de la robotisation, avec de l'automatisation, de la suppression des tâches pénibles. Et en fait, l'image collectivement que nous renvoyons aux jeunes de ces métiers-là, c'est comme les postes de travail tels qu'ils étaient dans les années 70-80. C'est pour ça qu'ils n'en ont pas envie. Et il y a un mouvement qui est en train de se faire et qu'on ne peut que encourager. Ce n'est pas des discours comme ceux qu'on peut tenir ce soir, c'est très bien, mais il faut que les jeunes aillent voir la réalité de ces postes de travail.
Il faut qu'on ouvre les usines. Comme on a fait 40 ans de désindustrialisation, les usines, elles se sont un peu renfermées sur elles-mêmes. C'est normal, on les pointait du doigt. Vous êtes des pollueurs, vous êtes du passé, qu'est-ce que vous faites encore ici? Vous devriez être au Vietnam. Elles se sont renfermées sur elles-mêmes. Il faut qu'elles s'ouvrent, il faut qu'on accompagne ça. C'est en voyant la réalité de ces postes, en ayant aussi des jeunes qui disent à une personne qui est derrière un tour numérique à 4 axes, tu gagnes combien par mois? Parce que ça paye bien l'industrie. Ça, c'est aussi une autre réalité qu'on a un peu... voilà. Donc, le territoire essentiel. 40% des facteurs du succès d'une usine, c'est le territoire. Image de l'industrie. Il faut qu'on amène les jeunes pour leur montrer qu'est-ce que c'est réellement, parce qu'en fait, on leur donne une image complètement obsolète de la réalité de l'industrie. Ouais, c'est intéressant ça, parce que l'aiguille a changé beaucoup entre le col blanc et le col bleu. Ça va. Oui, non, je partage beaucoup ce que dit. Parce que le travail industriel aujourd'hui, ce n'est pas le travail industriel de l'industrie de masse qu'on a connu dans le siècle, dans le 900. Hein? Aujourd'hui, les technologies, ils changent beaucoup. Hein? Il y a beaucoup des ouvriers qui ne sont plus dans bleu, mais sont blancs. Donc, évidemment. Donc, il y a un changement. Et l'image, il n'est pas cette image. Et je veux dire ça. Nous tous, chaque soirée, à la télé, on garde la publicité. Je vous demande, combien des années sont que dans une publicité, vous ne voyez pas un ouvrier? Et la publicité, c'est comment une société, il se représente. C'est sa image. Mais on déplace, hein, et on néglige, et on marginalise un rôle économique, social. Il est évident qu'un jeune, il n'est pas attrayé. Et ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est un problème de salaire. Parce que nous, on a aujourd'hui, dans l'échelle des salaires, les salaires plus bas sont dans les ouvriers, sont dans l'industrie en général. Je ne sais pas en France, mais en Italie, c'est ça. Alors, il est évident que le problème du salaire, c'est un problème essentiel, parce qu'un travail qui est riche et qui est plein de qualité, il doit être reconnu. Et la reconnaissance, ce n'est pas seulement un problème moral, hein, c'est la reconnaissance matérielle. Quel est le revenu? Quel est le salaire? Ça, et enfin, je pense que, je partage ce qui a été dit sur la formation, nous avons besoin d'un système de formation permanent. Pas seulement de la formation scolaire et universitaire, ça est évidemment essentiel. Mais alors que les technologies changent le contenu du travail et les modes d'organiser le travail en continuation, d'un continu, bon, alors là, il faut avoir la capacité d'accompagner l'évolution technologique et de la production avec une évolution de la formation. Parce qu'il y a l'expérience très claire. Quand une usine ferme parce qu'il y a une crise, qui sont les employés qu'il est difficile de trouver, sont les employés qui ont le niveau d'instruction et de formation plus bas, il est évident. Donc là, il faut avoir une formation permanente qui accompagne les processus de réindustrialisation. Ok, merci. Caroline. Excusez-moi. Pour poursuivre sur le potentiel de création d'emplois dans les territoires, oui, il y a un potentiel de création d'emplois industriels, mais il faut savoir aussi que l'industrie a un effet d'entraînement sur le reste du tissu économique. Donc, on a réalisé une étude sur la période 2008-2023 et on s'est rendu compte que dans les territoires français, quand vous avez 100 emplois créés dans l'industrie et dans les autres services aux industries, vous en avez 134 de créés dans le reste des services, notamment hébergement, marketing, comptabilité. Donc il faut voir que le potentiel de création d'emplois par l'industrie est à la fois direct et indirect. Et en ce sens-là, c'est un vecteur finalement un peu de cohésion territoriale et pourquoi pas de diminution des inégalités entre les territoires et notamment sur cette
distinction métropole, ville moyenne et zone rurale. Et parce que, avant tout, l'industrie, aujourd'hui, elle est localisée dans les villes moyennes et dans les zones rurales. Donc, l'industrie peut être vue comme un vecteur de cohésion, voire de réduction des inégalités. Le second point sur lequel je voulais revenir, c'est toujours sur cette distinction qu'on fait entre emploi qualifié et non qualifié, qui aujourd'hui pour moi n'est plus vraiment pertinente, parce que même si on s'attend effectivement à ce que les nouvelles activités industrielles demandent plus de travail qualifié, pour moi ce qu'on appelle aujourd'hui, mais peut-être pas très justement, le travail non qualifié est tout aussi nécessaire dans l'industrie. Donc peut-être qu'on pourrait parler plutôt de compétences stratégiques. Aujourd'hui, quelles sont les compétences qui sont nécessaires pour pérenniser le tissu industriel français? Et encore une fois, ce matin, je regardais la presse locale, je regardais Sud-Ouest, il parlait d'une entreprise à Tonins qui faisait de la location de véhicules élévateurs, etc. Et donc, par manque de personnes en face qui voulaient travailler, ils viennent d'ouvrir en fait une formation en interne pour recruter. Et je parle de ça parce que pour moi, l'industrie, c'est aussi un vecteur d'inclusion de personnes qui sont éloignées de l'emploi, et c'est une fonction très importante dans un projet de société. Je reviens à ma réponse initiale. Donc pour moi, il faut aussi sortir un peu de ces distinctions-là, travail qualifié, non qualifié, qui accompagnaient dans les années 90 l'économie de la connaissance. Il fallait tous qu'on ait des bacs plus 5, etc. Peut-être qu'aussi, dans le cadre de la formation, et ça a été dit, il faut de la formation tout au long de la vie. Peut-être qu'il faut revoir cette notion de qualification. Et aujourd'hui, de quoi on a besoin? C'est pas grave si on a besoin de travail non qualifié, si ce travail est stratégique. Exactement. Très bien. Juste pour clôturer cette partie du débat, donc la solution, de faire intester, en fait, de changer cette préjudice sur l'ouvrier qui est installé bien il y a longtemps, c'est quoi la solution? La communication, les campagnes? Mathis. Bon, moi j'ai du mal à recruter. Concrètement, moi j'ai du mal à recruter. Et pour autant, quand je discute avec des gens de la génération Z, et je pense que parmi cette table ronde, je suis le plus proche de la génération Z, je peux en parler en faisant partie. Génération Z, c'est les personnes qui sont nées à partir de 95 à peu près. Qui étaient à partir de 95? Ok. Ouais. Juste pour... Concrètement, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, donc je ne peux qu'appuyer et illustrer ce qui a été dit. Ce que veulent les jeunes aujourd'hui, lorsqu'ils cherchent un métier, ils veulent du sens. Et c'est l'essentiel, c'est la chose sur laquelle moi je vends mon entreprise. Je leur explique que nous on est dans le médical, on fait des choses. Ils veulent une entreprise dans laquelle il y a un sens important, et ça a un impact énorme par rapport au salaire, par exemple. Je trouve qu'il y a vraiment, les jeunes sont capables d'accepter des métiers moins rémunérés à partir du moment où il y a un sens important. Il y a un autre facteur sur lequel je vais appuyer, c'est la révolution technologique en cours, notamment sur les cols blancs, notamment la différence entre personnel qualifié et non qualifié. Il y a plusieurs vagues technologiques en cours. Il y a notamment la vague de l'intelligence artificielle générative dont on entend tous parler en ce moment. Vous avez des entreprises énormes comme Accenture, KPMG, etc., qui sont en train de faire des licenciements massifs de juniors, donc de jeunes diplômés, parfois de bac plus 5, donc des jeunes ingénieurs, remplaçant des processus qui étaient autrefois faits manuellement, comme de la lecture de documents, de la rédaction de documents, de l'analyse, des analystes financiers, de jeunes ingénieurs informatiques par des IA. C'est ChatGPT. Oui. Et moi, concrètement, j'ai du mal à recruter des ingénieurs informatiques parce que forcément, c'est compliqué, parce que c'est des compétences qui sont rares. Et donc, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on se dit, OK, à ce moment-là, on va acheter des IA. Donc, on va acheter des IA américaines, même si Mistral, c'est super, mais souvent, ça se retrouve avec ChatGPT et d'autres choses. Et on fait en sorte d'optimiser notre productivité. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que, pour en revenir sur la solution,
c'est essentiel d'être axé sur la formation continue, et l'industrie est une super opportunité pour ça, puisque lorsqu'on a une usine, enfin, on peut pas automatiser une usine de la même manière qu'on peut automatiser des processus administratifs. Les produits, il y a certains produits, certaines compétences qui ne pourront jamais être remplacées par des IA faites aux États-Unis. Et donc, c'est pour ça que je pense que cette vague de la réindustrialisation qu'on est en train de pousser, qu'on veut mettre en place, est une super opportunité. Ok, très bien. Mais justement, je pense que ça nous ramène sur la dernière partie de notre thématique, qui est la souveraineté de cette vision, que ce soit européen, français. Vous imaginez comment ça peut évoluer. Est-ce que nous, en Europe, on va arriver de bâtir quelque chose profondément européen, souverain, ou est-ce qu'on doit toujours regarder un peu ce qu'ils font les Américains, notamment au Silicon Valley, ou les Chinois qui font énormément de progrès, plus en plus. Comment ce sera possible de vraiment faire ça? Oui, merci Olivier. Avant de répondre à ta dernière question, je voudrais juste vous donner une suggestion pour rendre ces métiers de l'industrie un peu plus attractifs. Il y a une reconnaissance qu'on doit qui est sociale, il y a une reconnaissance financière, mais il y a aussi dans la manière dont on dénomme ces métiers. Tous les métiers de l'industrie, on les a appelés opérateurs. Derrière, c'était parce qu'on voulait de la polyvalence. Mais il y a des vrais savoir-faire qui avaient des vrais noms. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse renaître ces noms de ces savoir-faire qui étaient souvent liés à savoir-faire artisanal, hein. Mais il y a plein de jolis noms de métiers qu'on a complètement écrasés, et je pense que derrière la reconnaissance des savoir-faire industriels, il faut nommer les choses. Jusque-là, j'ai rien inventé, ça date d'il y a très très longtemps qu'il faut donner un nom aux choses. Je reviens sur la question de la souveraineté et du modèle européen. D'abord, premier point, même si on est dans un monde qui va devenir plus protectionniste, l'idée d'aller de l'échange international, c'est-à-dire je sais mieux faire ça, tu sais mieux faire ça, échangeons, est quand même quelque chose qui a créé énormément de richesses dans le monde et qui a permis notamment de diminuer la part de la population qui était sous les seuils de pauvreté. Donc ne jetons pas quand même trop vite le commerce international, et il va falloir continuer à en profiter, ça nous permet d'avoir un bénéfice. Par contre, il va falloir sans doute redéfinir, en tous les cas c'est la proposition que j'essaye de faire passer, qu'est-ce qu'on veut véritablement produire en Europe ? Quelles sont les productions essentielles ? On a un mot stratégique, avec des filières stratégiques qui recouvrent en fait beaucoup de choses. On a un joli mot, mais la définition est très fluctuante. Voilà. Alors on change de mot, comme ça permet de réfléchir à partir d'une page blanche. Mais quelles sont les productions essentielles qu'on a envie d'avoir en Europe afin que notre modèle de société, notre projet de société, puisse résister aux crises à venir ? Je pense que c'est une question qui nous interpelle à travers le Covid, par exemple. Nous n'avons pas été capables de produire le vaccin ARM. Pendant quelques semaines, on s'est demandé si on allait être livré ou pas. Parce on a fait force commune avec l'Europe, on a obtenu de l'avoir, tant mieux. Mais je pense qu'il faut qu'on se repose les questions, dans ce monde de demain, quelles sont les productions essentielles ? Et ça peut faire un modèle différent. Et puis en creux, quand on dit essentiel, ça veut dire qu'il y a superficiel. Et donc, qu'est-ce qu'on ne veut plus ? Qu'est-ce qu'on ne veut plus faire ? Parce qu'on va rentrer quand même dans un monde de sobriété où cette frénésie de consommation que nous avons, il va falloir quand même peut-être la ralentir. Je ne parle pas de décroissance, je n'y crois pas, mais je pense d'autres manières de consommer. Et donc, on peut redéfinir, il y a un espace sans, je dirais, complètement, en continuant à profiter du commerce international et en essayant de définir ce qui nous est essentiel pour continuer à faire vivre notre projet de société. Autour de ça, je pense qu'on a un petit chemin pour redéfinir la position industrielle de l'Europe. Bon, le monde tel qu'il apparaît aujourd'hui, il est menaçant à double titre pour l'Europe. D'abord parce que les États-Unis sont en train de se fermer sur eux-mêmes, avec un protectionnisme assumé, des droits de douane qui vont largement pénaliser l'ensemble du commerce international, mais
l'Europe est la cible principale. Et puis une localisation d'activités industrielles, puisque c'est ça que Trump développe en disant, puisque vous ne pouvez plus commercer avec nous, venez investir chez nous. C'est plus simple. Donc on est devant un acteur, Trump, mais Trump ne sera pas forcément isolé. Il y en aura peut-être d'autres qui lui succéderont avec la même stratégie. C'est-à-dire comment on se renferme tout en attirant les capitaux du monde et les entrepreneurs du monde à venir aux États-Unis. Et en freinant les productions industrielles venant du continent européen. Puis on a un deuxième acteur qui est la Chine, qui est à l'inverse des États-Unis. Non pas qu'il ne soit pas protectionniste, il est protectionniste, mais il est dans une stratégie d'ouverture des marchés puisqu'il bénéficie du commerce mondial puissamment. Et l'Europe accueille des produits chinois sans véritablement résister à cette volonté chinoise d'imposer ses produits, et on le voit bien sur l'automobile en particulier, on va le voir sur d'autres productions, qu'ils sont en avance même sur un certain nombre d'industries européennes. Alors face à cette double menace, qu'est-ce que peut faire l'Europe ? Eh bien, l'Europe, elle doit réfléchir à ce que signifie se défendre. Aujourd'hui, on a une conception assez militaire de la défense. C'est-à-dire que l'Europe dit, puisqu'on a une menace militaire qui vient de la Russie, il faut qu'on élève notre effort de défense, des budgets militaires, ce qui peut se comprendre. Mais en réalité, la défense d'un continent, c'est pas simplement sur la question militaire. C'est sur la question de la recherche, de l'innovation, de la formation, et donc de l'industrie. C'est ça la véritable défense. Et plutôt que d'obliger les pays à d'y penser plus pour la défense, je ne vais pas contrarier ce mouvement, mais il faudrait dire qu'est-ce que l'Europe est capable de faire avec les pays concernés pour les industries de demain, puisque c'est le sujet. Bon, en réalité, il y a 4 enjeux industriels pour l'Europe. C'est la transition écologique, parce que, comme il a été dit, nous n'avons pas de ressources énergétiques, alors que les États-Unis, d'une autre façon la Chine, mais les États-Unis vont encore continuer à forer, continuer à produire des énergies fossiles. Donc nous, il faut qu'on aille beaucoup plus vite sur la transition écologique et énergétique. Deuxième enjeu, c'est les industries de défense. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire on veut avoir des armements. Faut-il encore qu'on produise les armements en Europe? Parce que le comble, ça serait qu'on les achète en plus aux États-Unis, alors qu'on a des capacités industrielles en matière de défense. Sauf que les Européens ne sont pas toujours prêts à produire ensemble, y compris en France. Nous, on veut l'avion, mais l'avion, on sait le fabriquer, les autres, peut-être pas. Les chars, on veut les fabriquer aussi. Bon, bref. Bon. Donc, il faut qu'on ait une industrie de défense qui puisse répondre à nos besoins. Et là aussi, créer, parce que la défense, ça crée toujours des industries civiles. C'est toujours une grande retombée de ce que l'on investit dans la défense. Les États-Unis en sont d'ailleurs la preuve. La troisième priorité, c'est le numérique et l'intelligence artificielle. Voilà, on est en retard. Les Chinois, ils ont été très vite pour récupérer l'intelligence artificielle. Alors eux, après, ils ne prennent pas toutes les données. Si vous mettez démocratie, vous interrogez l'opérateur chinois pour dire qu'est-ce que c'est que la démocratie, vous n'avez pas forcément la réponse qui correspond à la nôtre. Hein. Mais il faut qu'on ait donc des acteurs de l'intelligence artificielle et du numérique, y compris contre les grandes plateformes qui veulent également nous dominer. Et puis la dernière priorité, c'est le médical, c'est la santé. Parce que quand on n'est pas souverain sur la santé, ça a été dit, on est quand même dépendant. Et en plus, on a besoin d'avoir des médicaments qui soient accessibles, à des prix possibles. Parce que sinon, là, l'inégalité va être très grande. Vous avez vu que les dictateurs, eux, ne veulent pas mourir. C'est très particulier, les dictateurs.
C'est-à-dire que non seulement ils ne veulent pas partir du pouvoir, mais ils ne veulent pas mourir. Donc ils disent que s'il y a des produits qui permettent de... Et vous voyez qu'à un certain moment, le monde se dérègle, parce que même Elon Musk, il est sur cette idée. On peut trouver des produits pour ne pas mourir. Bon, je vous rassure, ça n'existe pas, mais quand même, vous voyez qu'il y a un enjeu politique dans la question de la santé pour tous, l'accès aux médicaments, etc. Donc, et Piero Fassino a insisté là-dessus. Pour ça, il faut des moyens d'investissement. Qui peut les faire? Les pays, chacun isolément. Je ne parle pas de la France qui a des finances publiques extrêmement saines et des capacités d'endettement très grandes, saluées par les agences de notation très régulièrement. Donc, bon, on sait bien que les États, mais on pourrait dire tous les États sont dans cette situation. Donc, il faut qu'il y ait l'Europe. Alors, il y a eu, en Europe, on fait des rapports très fréquents, donc rapport Draghi, c'est les Italiens qui font des rapports, généralement, et les Allemands qui les bloquent, si on veut résumer. Bon. Mais si on ne dégage pas des moyens financiers pour porter, non pas pour faire des entreprises à la place des entrepreneurs, ça n'existe pas, mais pour porter cette volonté-là, ces politiques-là, là on va être dépassé. Parce qu'on est en face. Les États-Unis, c'est pas un pays libéral. C'est un pays où l'État investit massivement pour aider ces entreprises. Et notamment les entreprises énergétiques, ça peut paraître paradoxal. Et donc, il faut que l'Europe puisse se doter de cette politique industrielle, non pas pour simplement des questions d'emploi, ce qui pourrait se comprendre, ou des questions de développement économique, ce qui est nécessaire, mais pour des questions précisément de souveraineté, puisque c'est ça le sujet. Absolument, oui. Alors, moi, je rajouterais aussi un secteur, c'est l'agroalimentaire. Parce que c'est important de pouvoir se nourrir, et se nourrir bien, de pouvoir avoir les produits qu'on veut et qui ne viennent pas d'ailleurs avec des réglementations différentes où on ne mangera pas forcément ce qu'on a envie de manger. Voilà. Et sinon, oui, pour moi, le niveau, c'est européen, on ne peut pas faire autrement. Chaque pays en Europe est trop petit pour faire quoi que ce soit au niveau, et pouvoir développer quelque chose à un vrai niveau, on peut le faire qu'en étant tous ensemble et avec des moyens énormes, parce que sinon on n'y arrivera pas. Face à une Chine ou aux États-Unis qui, eux, sont beaucoup plus gros que nous, avec beaucoup plus de moyens et des démocraties, oui, des règles de démocratie complètement différentes. Donc il faut qu'on se batte contre ça, on n'a pas le choix. Et il faut qu'on fasse avancer l'Europe pour ça. Et il faut qu'on change peut-être des règles. On arrête l'unanimité et qu'on passe peut-être plutôt à la majorité, histoire de pouvoir avancer sur certains sujets. Et voilà. Et après, il y a toujours des industries à développer en interne, enfin, dans un pays, parce que de toute façon, on n'aura pas forcément de concurrence, parce que ça n'a pas de sens de venir dans là, enfin, des choses qu'on peut faire nous-mêmes, c'est très bien. Et pour ça, le circulaire est très bien. Et avec ça, on devrait y arriver, mais il faut se bouger, et il faut arrêter d'être nationaliste, surtout, je crois. On a une poussée du nationalisme en ce moment qui est grave, parce que ça bloque tout ce genre de vision des choses. Et moi, en tant que chef d'entreprise, c'est quelque chose, enfin, j'ai pas peur du voisin. Je dois être meilleur, c'est tout. C'est à moi de mettre en place ce qu'il faut pour que la concurrence ne vienne pas me bloquer, mais je peux pas la bloquer comme ça en disant bah, je veux plus, alors elle vient plus. Non, il faut que je sois meilleur. Piero Fassino. Oui, non, je pense que l'Europe ne doit pas être progressionniste. Nous sommes dans une phase dans laquelle Trump il développe une politique protectionniste, les Chinois aussi, et des autres pays. Et là, je pense que la tentation de prendre la même démarche, c'est un risque. Nous devons renforcer absolument, je l'ai dit, et François il a dit des choses à ce moment, renforcer l'Europe, il faut avoir une stratégie européenne, il faut avoir une souveraineté européenne qui est bien plus importante que les souverainetés de chaque pays. Mais cette souveraineté, il faut la jouer dans le marché international avec une attitude antiprotectionniste. Par exemple, je pense que les accords de libre-échange que l'Union européenne a déjà souscrits, comme le Japon, comme le Canada, elle est en train de discuter avec le Mercosur et tout ça, ils sont un choix stratégique que l'Union européenne il doit jouer. Parce que ça peut, par une part, favoriser
un échange technologique, industriel, commercial, comment on dit, avec des règles paires, de la même dimension. Et dans le même temps, ça peut favoriser le processus de réindustrialisation. Donc, je pense que ça, c'est un peu délicat, hein, parce que si chaque pays européen il pense de réindustrialiser avec des politiques protectionnistes nationales, la chose ne marchera pas. Il faut avoir une politique européenne qui, évidemment, il doit être une politique qui permette le développement en chaque pays. Donc, je pense qu'il y a la double dimension, la dimension européenne et la dimension locale. Et avec une stratégie qui est anti-protectionniste. Et ça nous permet qu'il est important pas seulement sur le plan économique. Nous sommes vis-à-vis dans une phase dans laquelle il y a une tendance du pays tiers à s'organiser, à contester le rôle principal, le rôle qu'a eu l'Occident pour des siècles. Hein? Et alors, si on ne veut pas que cette correcte revendication de ces pays d'avoir un poids plus important, ils ne se traduisent pas dans une lutte Occident contre Ouest contre Est, les accords de libre-échange sont un instrument. Par exemple, l'accord de libre-échange avec le Mercosur, il permet d'ancorer le Brésil et les autres pays à l'Europe et en tout cas de réduire la tendance que le Brésil a avec les BRICS de jouer un pari anti-européen et anti-occidental. Donc la chose, il a un côté politique et pas seulement économique très important. Bon. Donc, si j'ai bien compris, donc rapprocher par exemple Brésil, Canada, oui. Je vais vous dire une chose très simple. Après l'accord de libre-échange du Canada, les exportations italiennes et canadiennes, ils sont augmentées de 25%, et aussi avec le Japon. Oui, oui. Sans affaiblir la production en Italie des produits qui non exportent. Exact. Donc, de ce point de vue, je pense que ça, il faut avoir une stratégie globale. Et la réindustrialisation européenne, avec un rôle central de l'Europe, doit être partie d'une stratégie globale que l'Europe doit se donner. OK, juste pour vous signaler que c'est bien 20 heures. Normalement, notre débat, il va clôturer à 20 heures. Caroline, 2 minutes. 2 minutes. Et après, je vais demander à tout le monde en fait de faire une minute de clôture. Non, en fait, moi j'avais juste une question parce que vous avez parlé du rapport Draghi. Donc effectivement, tout le monde en a parlé parce que ce rapport-là montrait finalement le retard très large de la France, de l'Europe sur tout un ensemble de secteurs industriels et de nouvelles technologies propres, métaux critiques, etc. Mais il y a un point qui n'a pas été discuté dans le rapport Draghi, c'est sur quels outils l'Europe allait mettre en œuvre pour... parce que là, on va parler vraiment de rattrapage par rapport à la Chine. Donc il y a vraiment un énorme effort à faire. Mais pour autant, le rapport parle toujours justement de se baser sur la concurrence, de rechercher l'harmonisation des règles entre pays pour construire un marché unique, etc. Mais comme vous l'avez rappelé, l'Europe et le marché unique, ça a été créé dans un contexte extrêmement particulier. Mais bon, ça, les historiens le sauront mieux que moi. Donc on voulait, le marché européen du charbon et de l'acier a été créé pour préserver la paix entre les pays européens à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Donc on avait un objectif commun. Et on est passé justement par l'établissement de ce marché unique basé sur la concurrence. Mais aujourd'hui, c'est comme si on ressortait toujours les mêmes outils, mais pour un objectif qui, me semble-t-il, est différent. Donc aujourd'hui, pour moi, la question, c'est pas tant de savoir est-ce que l'Europe, c'est le niveau pertinent, mais est-ce que l'Europe a les moyens, en fait, d'avoir une politique industrielle commune. Et du coup, en fait, vos interventions m'ont fait penser à cette question-là. Donc, j'apporte pas du tout de réponse, mais je soulève une question. Oui. Peut-être à côté pour cette question, pour tout le monde. Alors, est-ce que je veux juste vous demander tous à faire une minute conclusion de ce débat. On va commencer avec Olivier.
Alors, on avait préparé un peu la conclusion, puisqu'on a préparé la table ronde. La question de la conclusion, c'était quel type d'industrie pour votre territoire? Dans ce qu'on vient de se dire, parce qu'on vient de parler d'Europe, même l'Europe dans le monde, le rôle de la nation, du pays, le rôle du territoire. Et beaucoup de territoires se posent la question, mais moi, là-dedans, qu'est-ce que je peux faire? Alors, la réponse que je vais vous faire, elle va vous insatisfaire, et pourtant, je pense que c'est la meilleure. Il vous faut l'industrie qui vous ressemble. C'est absolument clé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je vois on a des territoires, on va parler par exemple de Figeac, ou bien des Herbiers, qui étaient des territoires où il n'y a pas non plus une infrastructure de transport. Herbiers, maintenant, ça va mieux avec l'autoroute, mais et qui ont réussi à développer des choses. C'est des projets territoriaux en fonction des compétences que vous avez, du foncier que vous avez, des ressources que vous avez, qui vous permettront de réussir. Et il n'y a pas de fatalité, c'est-à-dire n'importe quel territoire, même s'il n'y a pas un aéroport international, peut développer son industrie en fonction de ses propres ressources. Il faut l'accepter, il faut en faire un projet collectif. Oui, apparemment, on va aussi prendre des questions du public. Je n'étais pas au courant. Bon, c'est un peu dommage de faire vos conclusions. Mais je suis aussi sensible de savoir s'il n'y a pas quelqu'un qui doit absolument partir. Dites-moi. Est-ce que nous avons une question de la salle par rapport et on va prendre 5 questions. Oui. Mais questions, et moi je vais chronométrer aussi. Oui. OK. Oui, bonjour, merci de me permettre de poser une question. Vous avez parlé au début d'humanité et de taille humaine des entreprises. Caroline a évoqué aussi à un moment l'impact d'une entreprise qui s'ouvre quelque part. On connaît beaucoup, en sens contraire, une usine qui ferme, est-ce que ça provoque? Fermeture d'école, fermeture de l'hôpital, fermeture de tout, et puis finalement c'est des villages, des villes déserts et c'est des désertification. Donc en espérant que, et à un moment il était évoqué que une entreprise était peut-être la seule à pouvoir remailler le territoire avec tout ce qu'elle apporte avec elle. Sauf qu'elle apporte avec elle doit être financée par ailleurs. Et il y a quelque chose de très étonnant, c'est que dans tous les débats, mais et en ce moment la tendance actuelle, c'est qu'on parle beaucoup de l'économie, de l'industrie et du commerce, et on oublie tout le parent de cette conquête des territoires et de remeublement, c'est l'économie sociale et solidaire. Alors pour vous faire savoir qu'actuellement, et là c'est très politique, mais il va y avoir une baisse radicale des fonds qui vont être dédiés à l'ESS de 55% dans le prochain projet de loi de finances. Pour venir à dire que sans un tissu social fort, et on parlait de territoire d'installation, c'est impossible qu'une entreprise vienne s'y installer. Et corollairement, s'il y a une entreprise qui vient s'installer et qu'il n'y a pas de crèche, qu'il n'y a pas d'école, et qui fonctionne, et c'est pas l'entreprise qui va la financer, ou alors on se retrouve au 19e siècle avec des patrons catholiques et des patrons chrétiens qui viennent et qui vont créer le village et faire tout ce qu'il faut pour leurs ouvriers. C'est dépassé, ça. Donc la question que je pose, c'est quid de l'économie sociale et solidaire, et est-ce que vous trouvez sensé que le gouvernement actuel veuille baisser de 55% tout ce qui concerne ça? Voilà. C'est politique parce que je sais qu'il y a un homme politique parmi vous, deux même, mais il va pas à l'Assemblée nationale bientôt. D'abord, l'innovation, elle n'est pas que dans l'industrie, elle n'est pas que dans l'économie marchande, elle est aussi dans l'économie sociale et solidaire. Et moi, j'ai présidé une fondation pendant des années, et ce qui visait à appeler les innovateurs de l'économie sociale et solidaire pour diffuser leur création et surtout la répandre sur le territoire. Et ce qui m'avait frappé, c'est précisément qu'il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs, pas forcément de jeunes d'ailleurs, d'entrepreneurs,
qui passe d'un secteur à un autre, de secteur industriel ou de secteur économique classique à un secteur de l'économie sociale et solidaire. Ça, c'est la première réflexion. Il n'y a pas d'un côté une économie où il y aurait des ingénieurs de la vie et puis des autres qui seraient simplement des soutiers qui viendraient apporter de la solidarité. La solidarité, elle peut être aussi innovante. Alors ensuite, on ne peut pas attirer des entreprises s'il n'y a pas un niveau de service qui permet à des personnels soit de venir de l'extérieur, soit de rester sur le territoire et de pouvoir travailler dans de bonnes conditions dans une entreprise industrielle ou autre. Donc il faut qu'il y ait justement cette organisation sociale qui puisse le permettre. Alors enfin, sur la question budgétaire, je pense que réduire les crédits de l'économie sociale et solidaire, ça va se traduire notamment pour toutes les actions qui permettaient de la réinsertion, qui permettaient de prendre précisément des travailleurs cassés qui n'arrivaient plus à trouver dans les formes classiques de l'économie leur place. Ben, toutes ces innovations, toutes ces entreprises vont être brisées, vont être peut-être supprimées à cause de ces réductions de crédits, et qui ne sont pas des crédits très importants. Hein. L'économie sociale et solidaire, c'est pas ça qui prend la part principale du budget du ministère du Travail. Donc je serai vigilant, mais vous avez vu, ça va être compliqué de faire bouger ce budget. 149.3. Donc, parce que tout le monde pense que c'est bien qu'il n'y ait pas le 49.3, mais à la fin, il faut quand même qu'il soit voté. Et donc, il y a des gens qui ne veulent pas forcément maintenir l'économie sociale et solidaire. C'est ce qui a été en plus demandé, donc il faut aller jusqu'au bout. Puisque j'ai la parole, puis après je ne la reprendrai plus, moi, ce qui me frappe dans l'industrie, c'est pour ça que c'est très important, c'est que ça identifie un territoire. Vous dites, j'habite la Corrèze ou j'habite la Côte d'Or. Les gens disent, bah oui, il y a cette entreprise-là, il y a cette unité-là. Vous savez combien à Tulle, on a souffert de ne plus avoir la manufacture d'armes, parce qu'on allait partout. On disait, ah, vous êtes de Tulle. On dit, ah, bah c'est la Manu. Après, on a dit, c'est François Hollande, mais c'était pas la même chose. Honnêtement, c'était pas la même chose. En termes d'emploi, ça produisait moins quand même. Donc, d'armes aussi, il faut bien le dire. Mais donc, un territoire, ce sont des entreprises. Et tout à l'heure, Pierrot parlait des publicités. On parle des publicités comme s'il n'y avait rien derrière, que c'était fabriqué nulle part. Quand on travaille dans une entreprise, on aime bien qu'on ait sa marque et on aimerait bien qu'on puisse dire comment ça s'est produit. Bon. Donc, un territoire, c'est des industries. C'est pas forcément des services. C'est pour ça qu'il y a une différence. Les services occupent beaucoup d'emplois, mais vous dites, je travaille, je vais citer des entreprises de services tout à fait honorables, hein, mais je travaille à la CAF. Bon, c'est bien, on dit c'est bien, mais il y a des CAF, il y en a partout. Enfin, j'espère qu'il y en a partout, mais des entreprises industrielles, il n'y en a pas partout de cette façon-là. Deuxièmement, quand on visite, et j'ai visité beaucoup d'entreprises, des entreprises du passé, mais des entreprises d'avenir aussi, c'est du collectif, une entreprise. C'est une équipe, des familles. Il y a une fierté d'être dans l'entreprise. On porte d'ailleurs un blouson. On est identifié. Donc ça donne de la fierté. Or, quel est le problème qu'on a dans notre société d'aujourd'hui ? C'est un manque de considération, c'est un manque d'identité, c'est un manque de repères. On a besoin d'être de quelque part, d'un lieu, sans doute, d'un territoire, sûrement. Mais quand on travaille dans une entreprise, on est porté par l'idée de l'entreprise. Alors ça peut être du paternalisme, mais ça peut être aussi de la promotion, de la participation même. Donc c'est très important que l'on puisse avoir de l'industrie qui donne cette fierté-là. Sur les salaires, c'est peut-être une différence entre l'Italie et la France, et tout à l'heure Olivier l'évoquait. En France, travailler dans l'industrie, c'est mieux payé que dans les services. Et c'est avoir plus de promotion sociale que dans les services. C'est pour ça qu'on devrait attirer beaucoup plus de jeunes, d'abord parce que les métiers ont considérablement changé, mais ensuite parce qu'il y a un niveau de rémunération, un niveau de participation, voire même un niveau de décision qui est plus élevé que dans les services.
Mais il faut aussi peut-être transformer les services, faire que ce ne soient pas des services simplement individualisés. Pourquoi tout à l'heure on a parlé des Gilets jaunes. Qu'est-ce que c'était le mouvement des Gilets jaunes? C'était beaucoup de gens qui étaient tout seuls dans leur activité sociale, dans leur activité salariale. Ils n'étaient même pas conscients qu'ils étaient quelquefois salariés parce qu'ils étaient des formes d'auto-entrepreneurs. Or, on a besoin de collectifs. Si on veut résister à toutes ces pressions qui s'exercent sur nous, ces tensions, tentations même, il faut mettre du collectif, c'est-à-dire qu'on soit capable de parler avec d'autres, d'avoir des équipes. Bon, et c'est ce qui s'est quand même perdu. Le télétravail peut aussi ajouter à cette difficulté. Dans l'industrie, c'est assez rare de faire du télétravail, hein, parce que la machine, elle attend pas. Donc, il faut, bien sûr que quelquefois ça peut simplifier l'existence, pourquoi pas, mais il faut garder un cadre collectif. C'est le cadre collectif qui va nous permettre de pouvoir préserver nos identités, et en particulier la République. Ok, merci. On va passer aux questions. Oui, pardon. Moi, je ne réponds plus. Oui, je vais être rapide. Hein. Je rebondis sur deux choses. La première, c'est le protectionnisme européen. Alors moi, en tant que chef d'entreprise dans le textile, je demande absolument pas du protectionnisme, mais je demande des taxes miroirs et je demande qu'il y ait une surveillance aux frontières. On est en train de se faire laminer complètement par la Chine parce on est ouvert à tout en Europe et les autres, par contre, sont très malins et ils ont compris. Donc ça, c'est la première chose, vigilance extrême et on met une forte pression avec Ratex, donc notre groupement d'industriels, pour dire à l'Europe, attention, ne nous faisons pas... Arrêtons d'être naïfs. Voilà. La seconde chose, c'est qu'on a parlé d'industrie, comment vous avez dit ça, stratégique. Et là, j'ai très peur, je tremble, parce qu'en tant qu'industrie textile, on a été passé pour pertes et profits au profit des autres entreprises en disant que nous, on n'était pas stratégique. Alors, moi, on parle de territoire, on parle de savoir-faire. Quand on a détruit ou quand on pense que notre industrie, elle n'est pas stratégique, parce qu'elle l'est peut-être pas, effectivement, on a des habits, vous le savez, pour 100 ans encore. Hein. Si on ne produit plus rien, on est habillé pour 100 ans. Vous le savez, on est en surproduction. Mais, néanmoins, attention, parce que dans mon département, si l'industrie textile, elle est laminée, eh ben, écoutez, on aura perdu encore une possibilité d'avoir du rôle du lien social et tout ce que vous avez dit et que je partage parfaitement et qui est l'essence de mon entreprise. Merci. Réponse pour Pierrot. Oui, non, je pense que la chose qui a été posée est importante parce que je pense qu'il faut avoir attention à deux problèmes qui sont complémentaires. C'est-à-dire, par une part, il est évident que l'Europe doit choisir des secteurs stratégiques dans lesquels il faut investir. Mais, il a raison, madame, pas toutes les industries ont le même niveau stratégique. Alors, la deuxième chose qu'il faut faire est que l'innovation, ce n'est pas, comme on dit, une dimension verticale, c'est une dimension horizontale. Il faut travailler pour incorporer le maximum d'innovation dans chaque produit, qu'il soit stratégique ou non. Ça, c'est non. Donc, il y a une double... Et, alors que la parole, je vais dire une autre chose. Les territoires. Il faut, évidemment, les territoires, partage tout ce qui a été dit. Il faut partir dans les expériences, dans les compétences, dans l'histoire, dans la présence et tout ça. Il faut faire un territoire agréable. Qu'est-ce que signifie? Je vous raconte ce petit épisode. Quand j'étais maire à Turin, un certain jour, ma secrétaire me dit il y a le PDG de la Petronas, qui est une grande compagnie pétrolière malaisienne-indienne, qui veut parler avec toi. Bon, ok. Passe le téléphone et ce PDG dit je veux venir à Turin parce que je veux vous dire des choses importantes pour votre ville. Bien, je suis là. Il vient. Il dit on a décidé de mettre ici le centre de recherche de Petronas. J'ai dit écoute, je suis très content, mais à Turin il y a tout, mais il n'y a pas le pétrole. Quelle est la raison pour laquelle vous avez décidé de venir ici? Et pour 3 raisons.
Vous êtes une grande ville industrielle, donc vous avez le background pour faire recherche. Vous êtes une ville qui a des institutions universitaires de haute qualité, le Polytechnico. Donc, c'est un bon sparring pour notre recherche. Troisième, vous êtes une ville qui a investi dans les dernières années beaucoup en culture. Et vous avez transformé la ville dans une ville qui est agréable dans la vie quotidienne. Et si je dois convaincre un ingénieur indien ou de Singapour qu'il doit déplacer en Europe, je le convainc mieux si je dis qu'il va à travailler dans une ville dans laquelle il y a une bonne université pour ses fils, une vie culturelle. C'est-à-dire, la culture, ce n'est pas un facteur adjonctif, c'est un facteur structurel, par exemple, ainsi comme la formation au niveau d'un système. Donc, un territoire agréable, ça, c'est essentiel pour réindustrialiser. OK, merci. Une question, oui. Ça s'adresse un petit peu à l'ensemble. Alors la question que je pose, on passe de réindustrialisation, si j'ai bien compris. Mais il ne faut pas oublier que les productions industrielles ont été délocalisées. L'automobile a été délocalisée. Amusez-vous à acheter un appareil électroménager. Ils sont fabriqués en Turquie. Il y a une marque française derrière. Et c'est un peu partout pareil. Alors, ce n'est pas spécifique à la France, ce n'est pas spécifique à l'Europe. Aux États-Unis, l'iPhone, il est fabriqué où? Entreprise américaine implantée le siège social en Californie, en Chine. Tesla, on en a assez parlé et tout, il est fabriqué où? En Chine. Alors, je veux bien comprendre qu'on va relocaliser, mais on a d'abord délocalisé pour maintenant relocaliser. Alors, le fond du problème, où il est? Je crois qu'il est simple. C'est le coût de production. Un iPhone serait... Enfin, d'après ce que j'ai entendu, moi je ne suis pas un spécialiste des téléphones portables, je sais à peine m'en servir, donc c'est pas... Voilà. Je crois que 5 fois plus cher. Il reviendrait 5 fois plus cher s'il était fabriqué en Californie. Alors, essayez de répondre à ce problème de manière effective. Si on peut faire encore quelque chose, moi je suis pessimiste. Merci. Moi, je veux dire, il y a des chevals de bataille qui sont perdus, et on le sait en tant que chef d'entreprise. Il y a des secteurs sur lesquels on n'ira pas parce qu'on ne sera jamais compétitif. La France, et même l'Europe, ne baissera jamais toutes ces aides, tout ce qu'elle fait, qui fait qu'elle est l'Europe. On a un superbe système de protection sociale et même s'il coûte cher et qu'il faut trouver des moyens pour le baisser, il faut surtout pas le supprimer. Moi, en tant que chef d'entreprise, je dis pas qu'il faut rien. Je dis qu'il faut des choses intelligentes. Donc, de toute façon, vous payerez jamais. La fabrication à bas coût, ça n'existe plus en France, en Europe, et ça ne reviendra jamais. Et si ça revient un jour, ce sera inquiétant. Ça voudra dire qu'il y aura une grosse guerre et qu'on aura tout cassé. Et là, ça fera mal. Donc, le but du jeu, c'est pas ça. Il faut choisir des industries dans l'innovation intelligente avec un savoir-faire différenciateur qui fera que, même si c'est fabriqué cher et vendu cher, de toute façon, les gens ils le voudront. Et c'est ça le sujet, c'est innover, enregistrer, faire de l'écologie parce que c'est bien de ne pas produire n'importe comment, on est d'accord. Et avec ça, on y arrivera. Mais il faut surtout pas se dire tiens, on va... quand on parle du textile, c'est vrai que c'est un vrai problème parce que quand ils fabriquent des t-shirts à 1 euro, on pourra jamais le faire, c'est même pas la peine. Alors soit une approche, nous en tant que consommateurs, en se disant mais moi je ne veux pas acheter quelque chose qui a été fabriqué par des gens qui sont exploités dans des conditions pas possibles. Et ça c'est un choix. Moi c'est celui que je fais. Mais soit on continue à acheter comme ça et vous empêcherez pas les gens d'acheter du Temu et du Shein parce qu'ils en ont envie et qu'ils veulent le faire. De toute façon, c'est les consommateurs qui décident. Donc c'est à nous de choisir une réindustrialisation intelligente avec des savoir-faire anciens ou nouveaux, c'est pas le sujet, mais qui feront qu'on fera la différence par rapport aux autres producteurs dans les autres pays. Et là, ça marchera. Et il y a déjà des industries qui fonctionnent comme ça et qui fonctionnent très bien parce que elles sont pas allées chercher la baisse des coûts, elles sont allées chercher quelque chose qui se vend mieux parce que c'est plus intelligent, plus beau, plus je sais pas quoi, mais voilà. Et c'est ça le principe. Faut pas essayer de se dire qu'on va réindustrialiser des secteurs qui ne sont que du bas coût. Voilà, c'est tout.
Je vais vraiment compléter ça par rapport à mon expérience. Lorsque je parle notamment avec des acteurs américains, ils me disent ils voient la France comme un pays où on peut trouver des bons ingénieurs pas chers. Et ça m'a vraiment choqué. En fait, l'écart maintenant entre le produit intérieur, enfin le PIB par habitant entre les États-Unis et la France, il est à peu près maintenant le même que entre la France et la Turquie. Donc on devient essentiellement un pays où on peut trouver des bons ingénieurs pas chers. Et ils me disent, bah voilà, en fait, tu vas garder tes ingénieurs en France et tu vas vendre tes produits absolument partout. Tu vas vendre tes produits absolument partout dans le monde. Et moi, je suis choqué de voir aussi à quel point c'est compliqué parfois de pousser des entrepreneurs français à vendre à l'international. C'est absolument pas inscrit dans nos gènes. Disons que les entrepreneurs français souvent n'ont pas une vision internationale dès le départ, alors que c'est quelque chose que je retrouve beaucoup plus fréquemment chez d'autres entrepreneurs, des entrepreneurs allemands, des entrepreneurs italiens qui ont tout de suite une vue internationale. Alors je vois des entreprises qui passent 5, 6, 7 ans à vendre sur le marché national avant de décider de s'exporter, et ils voient ça comme l'export. Ils disent on va s'exporter. Alors que c'est assez contre-intuitif, pas de base, sur des secteurs où on peut se différencier, où on est capable de pouvoir vendre des produits et justement être à forte valeur ajoutée parce qu'on a des ingénieurs de bon niveau, on devrait avoir cette vision globale. Et donc je pense qu'il y a vraiment une réflexion à avoir au niveau de l'éducation et de la formation des entrepreneurs et des différents acteurs du secteur économique. Merci. Est-ce qu'il reste des questions? On va... J'avais dit 5. Hein. Donc ça c'est 4. Quatrième. C'était... Oui. Merci. Je voudrais juste poser une question à nos deux illustres hommes politiques qui sont parmi nous. Vous avez entendu les industriels, vous avez entendu effectivement la difficulté sur le textile. Lorsque nous avons une démarche vertueuse en termes de développement durable. Et évidemment, je ne peux qu'inviter les industriels à développer à la fois la RSE et le développement durable. En revanche, quand vous avez 6000 avions par jour qui viennent d'Asie pour déverser les produits dont Gwenola parlait, entre autres Temu et autres, moi j'aimerais avoir votre avis sur la façon dont politiquement vous pouvez quand même non pas stopper, il y aura des consommateurs pour ce genre de choses. Et nous devrions être davantage acteurs du sujet d'ailleurs, pour que nos productions locales puissent être vendues. Mais vous, en tant qu'homme politique, comment voyez-vous les choses pour freiner cette frénésie d'exportation dont on n'a pas besoin et qui ne vont pas dans le sens que nous souhaitons, c'est-à-dire, autrement dit, protéger la planète et dans le sens dans lequel nous éduquons nos entrepreneurs? Avez-vous une solution? Est-ce que c'est la taxation? Merci. Alors, je vous en prie pour le temps d'avoir 2 minutes, chacun maximum. Oui, je pense qu'il faut, dans la réindustrialisation, ça signifie évidemment augmenter aussi les produits qui vont être mis sur le marché pour la consommation du marché intérieur et dans le même temps l'exportation. Il n'y a pas cette alternative d'exporter ou importer, je pense. Mais en tout cas, le problème de la dépendance aujourd'hui de notre économie, ce n'est pas sur les grands produits de consommation, mais sur les technologies. Ça, c'est la question essentielle. La Chine, l'Inde et ces pays-là, ils sont compétiteurs sur la technologie avancée et sur la numérique et tout ça. Non? Donc, ça sont les nouvelles frontières technologiques et de l'intelligence artificielle et tout ça qui sont la frontière sur laquelle il faut faire arriver l'Europe et sa structure industrielle et les structures industrielles de chaque pays européen. Ça peut influencer aussi les flux de produits qu'on consomme, soit que nous sommes capables d'exporter, soit d'importer. Mais ce n'est pas ça la question principale, à mon avis, parce que nous sommes dans une économie globale, de marché ouvert. C'est difficile. J'ai dit, dans une intervention précédente, j'ai dit attention à ne pas nous colloquer dans une idée protectionniste, parce que si l'Europe va
à adopter une politique protectionniste, à la fin, l'Europe ne sera pas plus forte, sera plus faible, à mon avis, plus faible. Le problème, c'est d'avoir une stratégie de réindustrialisation de l'Europe, mettant le temps d'une Europe qui, en industrialisant, il tient ouvert ses relations économiques avec les marchés et joue un rôle antiprotectionniste. Et avec ça, je pense qu'il est intégré de faire des alliances politiques avec beaucoup de pays qui aujourd'hui ils sont pénalisés dans la politique protectionniste de Trump et des autres. Donc ça, à mon avis, c'est la question. Je ne sais pas, Hollande, il est bien plus expert que moi. Donc, aucun État ne peut, par lui-même, dans l'Europe, mettre des droits de douane qui toucheraient telle ou telle importation. Pour parler clairement, quand on arrive, quand on voit des produits Chine, c'est ça, arriver massivement, la France peut essayer de les contrarier, mais il faut une décision européenne pour y parvenir. Ne croyons pas d'ailleurs que si on interdisait purement et simplement l'arrivée de Chine, les consommateurs en seraient ravis, puisque j'ai vu qu'ils faisaient la queue même dans certains magasins. Peut-être les mêmes qui trouvent qu'il y a trop de produits chinois vont quand même faire la queue dans les magasins qui distribuent. Mais je pense que vous avez raison. Hein. Je pense que c'est à l'Europe de bien comprendre qu'il faut avoir des rapports de force avec la Chine. Avec les États-Unis aussi. On n'a pas suffisamment montré de rapports de force à l'égard des États-Unis. Et à l'égard de la Chine aussi. La Chine, elle utilise très très bien les divisions au sein de l'Europe. Je dis toujours cette anecdote. Le président chinois, avec le président français, quel qu'il soit, il voulait parler politique. Parce qu'il disait la France, c'est un grand pays politique. Alors on était très fiers. Depuis le général de Gaulle, on a des relations privilégiées avec la Chine. Quand Mme Merkel allait en Chine, elle ne parlait pas politique. Elle parlait industrie, elle parlait avion, elle parlait voiture, machine-outils. Et le président Xi Jinping dit l'Allemagne, c'est un grand pays commercial. Mais l'idée qu'on puisse y aller à deux pour parler et politique et commerce, non, ça ne venait pas à l'esprit. Donc si on veut, avec la Chine, parce que la Chine, elle nous menace, nous en France, par exemple, vous allez voir les producteurs de cognac qui vous disent faites quelque chose. Parce qu'on ne peut plus vendre notre cognac en Chine. On va voir nos productions disparaître. Alors, j'imagine le président français, entre deux toasts sur la paix dans le monde, a dû dire, et à propos, le cognac... et le président chinois dit, oui, je vais regarder sur le cognac ce qu'on peut faire. Donc, si on n'a pas cette force, il nous attrape à travers nos propres productions. Je ne parle pas du luxe aussi, où ça peut effectivement nous impressionner. Donc, ça, c'est des règles commerciales. Je pense que ce que disait Piero Fassino, c'est-à-dire qu'il faut que l'Europe joue la règle des accords commerciaux. Les accords commerciaux, c'est pas le libre-échange. Les accords commerciaux, c'est dire qu'est-ce qu'on fait rentrer, qu'est-ce qu'on échange. Et donc, de ce point de vue, avec la Chine, il va falloir élever la voix. Enfin, élever la voix et surtout élever les droits de douane sur certains nombres de produits, avec la conséquence que certains produits français ou européens ne pourront pas rentrer aussi facilement sur le marché chinois. Bon, ça, c'est la règle de réciprocité. Alors, moi, mon inquiétude, c'est qu'à la fois l'Europe ne mette pas suffisamment sa puissance en valeur, et que, deuxièmement, nous sommes divisés en Europe. Et si, et je vais pas faire de politique ici, c'est pas le moment, mais si les partis souverainistes gagnent les élections en Europe, ben, il n'y aura plus de politique européenne pour mener aussi bien ce qu'on a dit sur les industries de demain, mais aussi de tirer avantage des industries d'aujourd'hui, qui sont sur nos territoires prédominantes. Et on n'arrivera pas à mener des politiques commerciales qui nous protégeront. Donc c'est ça le risque. Et tout à l'heure, c'est vous qui disiez, c'était très juste, il faudrait qu'on puisse voter à la majorité. Ben oui, mais on ne vote pas beaucoup à la majorité. Et puis bientôt, si on vote à la majorité, je ne suis pas sûr qu'on sera majoritaire. Ce qui est quand même un problème.
Voilà. L'Europe, c'est de la politique, c'est pas simplement des règles, hein, c'est pas simplement un budget, c'est de la politique. Qu'est-ce qu'on veut porter? Et c'est peut-être ce débat-là qui n'est pas suffisamment fait, alors que ici à Tulle, on est capable de mener, on va remercier quand même les organisateurs, de grands débats chaque année sur des sujets majeurs, et pour notre territoire, et pour le monde entier, il faut quand même bien le dire. On a travaillé pour le monde entier. Bravo. Alors, oui. Nous allons finir avec la clôture. Yeah. Oui, allez-y. Ok. Donc, merci beaucoup. Je pense que la discussion n'est pas close, ça va continuer au buffet qui nous attend. Et juste l'esprit de cette discussion, les questions m'ont fait penser à un verset en sanskrit. Et je ne peux pas résister de le redire ici. Je l'avais évoqué dans la journée d'éthique lors de la biennale. Et j'aimerais le rappeler. Ano bhadro kratavo yantu vishvataha, qui veut dire que les pensées nobles nous viennent de partout, de toutes parts. Et donc, je pense que c'est ça. Nous avons eu beaucoup d'idées, pas de solution finale, mais des idées sont le début de chercher des solutions et des stratégies. Et en fait, parler des industries pour l'avenir nous a aussi fait penser, quand on a décidé ce thème, de penser au futur de la Biennale. Et donc, futur de la Biennale, c'est penser au thème de la 4e édition. Et donc, je suis très heureuse de vous annoncer ce thème qui sera « Histoire d'eau ». Alors, et bon, je vois que je n'ai pas besoin de justifier ni indiquer l'importance de ce sujet. Que serait l'histoire de l'Europe si on plaçait l'eau au centre de cette société? Et l'eau, grand enjeu, source. Et je pense qu'en Corrèze, il y a eu pas mal de conflits autour d'eau de pluie. Donc, il y a beaucoup de questions qui se surgissent dès qu'on dit l'eau. Alors, je ne citerai pas une autre phrase sanscrite pour la soirée. Je pense que vous avez eu votre dose. Mais source de... éléments de frontières, de circulation, d'identité, de territoire, mais aussi aujourd'hui, quel grand enjeu géopolitique. Et donc, il faut absolument qu'on débatte ça. Et je vous donne rendez-vous d'abord demain, d'abord ici au buffet, ensuite demain pour les tables rondes, et puis ensuite en 2027. Merci beaucoup à vous tous. Merci. Merci tous pour votre participation.